Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire live Stratégie Bourse Forex du 17 mars 2020. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me dire si le son et l'image sont bons? Parfait, j'ai l'impression que tout fonctionne pour tout le monde. Très bien, eh bien écoutez, on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous, émission un peu spéciale dans cette période, on va dire, difficile et de confinement pour tous, en plein marasme sur les indices boursiers et sur d'autres actifs, mais on va quand même continuer de décrypter les marchés, les tendances et surtout faire un tour d'horizon pour savoir quelles sont, quelles peuvent être les opportunités à venir? Est-ce que les indices ont atteint un point bas? Est-ce que le risque de chute est encore élevé? Où est-ce que nous allons aller dans cette période assez compliquée sur la plupart des actifs? Donc aujourd'hui, nous allons faire un point un peu complet, un tour d'horizon de toutes les classes d'actifs pour essayer de décrypter bien, les tendances. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, nous allons commencer avec le CAC 40. Bien sûr, dans le chat, n'hésitez pas à me proposer des actifs ou moi j'ai fait un tour d'horizon très rapide, on va dire, sur l'ensemble du Forex, que ce soit les indices, les matières premières. Euh, mais si vous, vous souhaitez bien évidemment que je scanne ou que j'analyse certaines paires que je n'ai pas notées pour cette émission, eh bien faites-le moi savoir, soit maintenant, soit un peu plus tard, en fonction de comment on avance. La structure reste la même, comme vous le savez. On commence en général avec l'analyse du CAC, du DAX, du Dow Jones. Ensuite, on passe au Forex. Et on termine avec les matières premières et pourquoi pas, si certains le souhaitent, regarder les crypto-monnaies étant donné la chute et le plongeon qu'on a eu la semaine dernière. Mais tout de suite, on va s'attaquer aux indices pour tenter de décrypter ce marché très agité, très compliqué, paniqué surtout, pour dire ce qui est, c'est le mot, avec des inquiétudes assez grandissantes, que ce soit de la part des opérateurs, que ce soit de la part des banquiers centraux, dont la communication, je trouve, est plutôt laborieuse, étant donné que les marchés attendent des mesures pour soutenir l'économie. Toutefois, les banquiers centraux, eux, ont montré qu'ils avaient les capacités à soutenir cette économie, à faire tenir les marchés en injectant des liquidités à foison, que ce soit la Fed, le plan que le président Macron a proposé hier ou l'Allemagne qui prévoit un plan de 500 milliards. Donc tout le monde prévoit des budgets et des plans de financement pour soutenir l'économie et éviter bien sûr la récession, même si actuellement c'est ce que le marché anticipe. Toutefois, la communication reste un peu laborieuse, je trouve, dans le sens où, comme vous avez pu le voir, on a eu la Fed dimanche qui a annoncé un plan de soutien de l'économie, une baisse de taux dans l'urgence, mais sa réunion était prévue demain, tout simplement. On était sur des points bas et le fait d'intervenir un dimanche soir et faire une frappe, on va dire, coordonnée avec différentes banques centrales, c'est une chose qui est plutôt bonne, mais qui sort de son calendrier à elle.
et ce qui montre de la panique, de l'inquiétude. Et derrière, comme vous avez pu le voir, le Dow Jones, on fera le point tout à l'heure, mais a quand même perdu 13% lundi, quasiment 13%, malgré des mesures, on va dire, assez drastiques et le bazooka monétaire que les banques viennent de sortir. Mais à vouloir agir trop tôt, on agit mal. Du moins, c'est mon opinion. La Fed aurait pu agir mieux, le faire mercredi dans son calendrier à elle, ce qui aurait peut-être évité une telle purge. De l'autre côté, on a eu Christine Lagarde la semaine dernière qui a dû revenir sur ses propos puisque elle-même a noté que sa communication avait été plutôt mauvaise. Donc je trouve que certains politiciens et certaines têtes pensantes qui dirigent un peu l'économie maîtrisent un peu mal la situation au vu du contexte actuel et que les marchés réagissent au quart de tour. Ce qui fait que tout est surveillé, tout est dans les détails et qu'une mauvaise communication ou une précipitation, même si l'idée, si vous voulez, d'avoir une frappe coordonnée de la part des banquiers centraux est une bonne chose pour soutenir l'économie, que ce soit l'injection, la baisse des taux. Ce qui compte, c'est aussi le timing. Et actuellement, on a eu des mauvais timings ou des mauvaises communications, ce qui fait que les marchés, eh bien, pour le moment, ne voient pas cela comme des messages rassurants, mais au contraire, les institutions envoient des messages de peur et d'inquiétude. Donc le marché, en fait, tout simplement, eh bien, continue de chuter malgré des mesures, on va dire, plutôt qui devraient rassurer les marchés, puisqu'en 2019, on a eu une hausse des marchés grâce à des injections de liquidités, des baisses de taux, et le marché ça a permis de tenir le marché. Et là, actuellement, on voit que le marché ne price plus vraiment la crise sanitaire, mais une récession, tout simplement. Là, actuellement, on a fait quand même moins 40 sur l'indice CAC, et moins 40, on est plus dans une phase de récession qu'une phase, on va dire, enfin, on n'est pas dans une phase de correction, on est dans une phase de récession, mais voilà, ça price quelque chose. Ça price la récession, et la récession, comme évoqué dans le briefing des marchés, c'est pas moins 40, mais c'est entre moins 50 et moins 60. De plus, les investisseurs manquent de visibilité. Nul n'est capable, je pense, à l'heure actuelle, de prévoir l'impact, les risques et les effets collatéraux que le coronavirus va avoir à moyen long terme. Bien sûr, je parle sur la zone euro, sur l'économie, sur les PME, sur les entreprises. Tout ça risque de peser et le marché en a bien conscience, d'où cette chute assez vertigineuse qu'on a depuis plusieurs semaines. On a quand même des pays qui sont à l'arrêt. Je pense à l'Italie, qui est la troisième puissance économique de la zone euro. L'Italie n'est pas réputée pour être très stable, on va dire. Elle a déjà eu des coups de mou dans le passé. De ce fait, de voir un pays complètement à l'arrêt, eh bien, inquiète et les marchés continuent de chuter tout simplement, malgré la baisse, enfin du moins la baisse, l'interdiction de la vente à découvert aujourd'hui. Voilà, on a eu une interdiction de la vente à découvert sur le CAC pour tenter de limiter les dégâts. J'ai envie de dire que soit c'est une bonne chose, pas forcément la meilleure, ça permet. C'est un pansement. On vient de mettre un pansement, si vous voulez, sur les marchés, mais ça ne va pas cicatriser les marchés. Arrêter la vente à découvert, ça va juste permettre une stabilisation à moyen court terme. Ça leur permet de gagner du temps. Voilà. Arrêter la vente à découvert, on va se retrouver avec des carnets d'ordre complètement vides et ça ne permet pas, c'est pas ça qui va faire remonter les marchés. Clairement, c'est juste, voilà, actuellement, ils ont brûlé et tiré surtout pas mal de cartouches. Et là, on tente d'arrêter, de stopper la vente à découvert pour tenter de limiter l'ampleur des dégâts. Mais on rafistole, si vous voulez, on met un pansement. C'est pas ça qui va empêcher l'indice de perdre encore, pourquoi pas 10% finalement. Donc pour le moment, on tente de sauver ce qu'on peut sauver avec les moyens qu'on a.
Est-ce que le CAC a fait un point bas ici? Honnêtement, c'est vrai qu'on serait tenté de dire qu'après 40% de baisse en ligne droite, il serait légitime de marquer un temps d'arrêt. Toutefois, je constate que nous n'avons pas de chandelier de retournement. Du moins, j'évoquais dans le briefing des marchés avec ce chandelier-là. Ici, on a un petit doji, donc qui montre une stabilisation du marché. En tout cas, on est sur zone en plus. On a sûrement une stabilisation à l'heure actuelle, mais honnêtement, c'est encore trop tôt pour se prononcer, se dire oui, le point bas a été fait à court terme, je parle bien à court terme, car étant donné que le marché anticipe une récession, il y a encore 15-20% à prendre à la baisse. On pourrait très bien avoir un CAC, si vous voulez, retour vers les plus bas, si je me mets en mensuel. Si vraiment c'est ça que le marché anticipe, on verra après sur d'autres indices, mais un CAC vers les 3000 points. Voilà, par ici. Donc il y a encore de la place si vraiment le marché, le pic n'a pas été atteint en France, le pic n'a pas été atteint aux États-Unis. Donc tous ces éléments d'incertitude font que un rebond à court terme pourrait se mettre en place, mais la fin de la baisse, elle, n'est pas sûre pour autant, malgré les 40%. On a bien vu qu'on a fait en fin de semaine dernière ici une bougie où on s'est dit moins 12, capitulation des marchés. Moins 12, c'était du jamais vu dans l'histoire du CAC 40. Et lundi, on est quand même venu chercher encore moins 10. Donc, il ne faut pas croire, en fait, que le marché ne peut pas aller plus bas parce qu'on est allé trop bas. On est certes allé très vite, très bas, mais le marché, en fait, étant donné ce qui se passe, étant donné le flux, étant donné la taille des bougies trimestrielles, on est sur une bougie trimestrielle, on est dans un événement choc qui n'est presque du jamais vu dans l'histoire de la bourse. En tout cas, voir une bougie trimestrielle qui fait plus de 2000 points sur le CAC, honnêtement, c'est même en 2008, où là, en éclatement de la bulle des dot-com, le choc n'était pas aussi violent, du moins la chute faite sur de longues périodes, sur de longs mois. Là, en l'espace uniquement d'un trimestre, eh bien, on a perdu 2000 points en ligne droite. Pour le moment, le support trimestriel, lui, est enfoncé. Il reste encore une semaine et demie pour tenter de sauver cette bougie, mais force est de constater qu'on a une bougie quand même qui doit nous mettre un peu en alerte, je trouve, sur ce qui se passe, et que même si on est allé très bas sur le CAC, il y a encore de la place. On verra ça avec d'autres indices, justement, où je trouve qu'on est un peu plus, on va dire, d'éléments techniques pour tenter de définir un objectif, mais force est de constater que n'essayez pas d'attraper le point bas, vous ne l'aurez jamais. Honnêtement, le flux est extrêmement baissier. Je recommande plus de faire de l'intraday vu la période, parce qu'on peut faire moins 10 plus 4, moins 8. On l'a fait ici, hein, on a fait du moins 5, moins 4, moins 8, moins 12, pardon, et puis là on a fait moins 10. Donc honnêtement, on est dans une grosse purge actuelle des marchés. L'élastique était extrêmement tendu et la hausse s'est faite aussi dans des excès et de la liquidité à outrance et à foison. De ce fait, eh bien, les marchés chutent aussi avec excès, puisque la hausse s'est faite dans une euphorie des plus totales. Force est de constater que la baisse a lieu dans un pessimisme le plus total, dans un marasme sans fin, j'ai envie de dire, et qu'il est difficile à court terme de vous dire si oui ou non le point bas a été fait. On attend, on a des mesures de soutien, on a des gouvernements qui sortent l'arme lourde pour tenter de stopper à court terme cette hémorragie, mais la blessure est là. La blessure est là, il y a des séquelles qui vont être profondes. Les 6000 points, on ne va pas les revoir tout de suite. Là, clairement, je vous le dis, ceux qui pensent qu'à la fin de l'année, comme Goldman Sachs, qui pensent que sur le S&P,
on va faire un point bas à 2400 et qu'on va remonter à 3002 à la fin de l'année, j'aimerais connaître et voir leur tableau de prévision pour qu'ils trouvent des chiffres comme ça, sachant que aux États-Unis, on n'a pas atteint le pic, les entreprises ferment, Apple vient de fermer tous ses magasins, donc faire une prévision d'un S&P à 3002 fin 2020, je trouve ça un peu ambitieux de leur part. Concernant le CAC, eh bien, à part tracer les zones, honnêtement, on voit que ça réagit sur les zones. Voilà. On a une première zone à 3006, enfin, le point bas, c'est la zone 3006-3640. Le marché est venu chercher cette zone. On va chercher la deuxième à 3880. Je pense qu'il faut avant tout travailler en intraday, comme je vous le disais, pas essayer de prendre des positions swing de 3, 4, voire une semaine, et surtout ne restez pas en over week-end. Ça peut vous faire des dégâts assez violents, je trouve. On a des gaps monstrueux sur le Forex, sur les indices. On a des gaps à plus 4, plus 2, plus 2,5 sur le Forex. Des gaps qu'on a eu ce week-end à plus 4, plus 5 sur les CFD, voire les futurs à l'ouverture. Donc, prudence. Il faut avoir une vision à plus court terme. Pour le moment, on manque de visibilité. Attendons que la poussière retombe, plutôt que d'essayer d'attraper un couteau qui tombe. Peut-être que le couteau s'est planté ici, mais en bourse, on n'attrape pas un couteau qui tombe. Là, actuellement, c'est le cas. Il faut attendre, je pense, que la poussière retombe, que ça se stabilise, voilà, pour définir un nouveau sens. Ou au contraire, certains d'entre vous ont peut-être vendu tous les rebonds. Effectivement, si on vendait tous les rebonds sur zone, pour le moment, ça paye. Le flux est extrêmement baissier, donc mieux vaut être baissier, vaut mieux être baissier que haussier en swing, ça peut faire très mal, mais il faut viser les zones, je trouve. Voilà. C'est les zones de prix que j'ai là. On a plutôt des belles réactions, que ce soit sur les 4930, les 4730. Ici, on a gapé la zone à 4600. Sur le 4075, 4050, voire les 4160. Et là, actuellement, on est de nouveau sur une zone à 3860 et la grosse zone, c'est 3640. Alors, vu la volatilité, le marché va trop vite. En cas de suite tendance journalière, comment placer les positions avec un stop loss raisonnable? Eh bien, tout simplement, vu la volatilité, il faut absolument adapter son levier, élargir ses stops, plus permettre d'avoir des stops ultra serrés. En plus, le spread s'élargit actuellement avec la volatilité et il faut placer des stops un peu plus larges au-dessus des zones ou en dessous des zones et surtout ne pas être en levier max. Tenter de se dire le point bas a été fait. Je tente all-in parce que je trouve que le marché est allé trop bas et que ça allait trop vite. Non, honnêtement, on peut aller encore plus bas. Il y a de la place. Ici, on avait quand même bien chuté à 4575. On était sur une zone mensuelle. On est venu l'éclater, la zone mensuelle, il faut dire ce qui est, et on a enfoncé derrière toutes les zones. Là, on est sur une grosse zone, ici, comme vous pouvez le voir sur le CAC, vraiment, cette zone-là, 3006, 3650. Mais ici, c'était pareil, hein, on était sur une énorme zone, honnêtement, on l'a à peine travaillé. Donc là, on est venu rebondir sur cette zone, mais si on enfonce, on ira plus bas, on ira chercher la deuxième zone, qui est ici. Voilà, les 3330, 3300, 3340. Donc, si on enfonce ça, c'est là, et puis après, bon, on tournera en mode 3000 points. Et puis 2008, si vraiment on a une récession violente sur l'année. Mais à plus court terme, soyez prudent sur vos achats. Si vous repérez vos zones, en tout cas, levier, on le diminue, les stops, on les élargit, et surtout, le conseil que je vous donne, c'est attention au swing trading, puisqu'on a des mouvements relativement violents et que le marché peut bien prendre, comme vendredi dernier, il me semble, on a pris quand même, c'était ici, voilà. On a pris, ici on prenait plus 7, hein.
Ici, on prenait plus 7, il me semble qu'on est monté à plus 7,5 sur cette bougie vendredi. Bon, on a terminé à plus 1,83. Donc, vous voyez à quel point la volatilité est tellement extrême, la nervosité est au plus haut chez les investisseurs. Donc, ne pas se dire c'est bon, le marché va repartir, il est à plus 7. Non, le marché était à plus 7, derrière, il a reperdu 5%, même plus. On a pour terminer à 1,83. Donc, voilà mon scénario, plutôt mes conseils, mes recommandations sont de viser plutôt des mouvements intraday que swing, étant donné la volatilité qu'il suffit d'une bonne news, d'une mauvaise news pour faire perdre 4 ou plus 3 au marché. Repérez les zones, essayez de voir si vous avez des signaux. Pour le moment, on n'a pas grand-chose, on a une petite divergence ici sur le CAC qui est en train de se mettre en place, juste là, que je remarque. Hop, ici. Voilà. On a une petite divergence, il n'est pas encore validé, mais vous voyez que ça fait un stop qui est quand même assez large. Donc après, est-ce que le ratio est bon? C'est aussi ça qu'il faut regarder, c'est que là, si elle se valide, celle-là, le point d'entrée, ce serait vers les 3960, un stop de quasiment 400 points. Est-ce qu'il y a un ratio suffisant pour se dire je vais aller chercher les 5000, étant donné le contexte actuel, est-ce que le marché a la force d'aller chercher les 5000? Donc, il y a des signaux en tout cas qui plaident pour une stabilisation ou un rebond. Après, est-ce que vous avez le ratio? Donc, c'est surtout ça qu'il faut se dire. La volatilité est tellement extrême que j'ai vu sur le Forex ou sur les indices des signaux techniques qui se sont validés. Toutefois, les ratios n'étaient pas bons. Et le money management, je pense que c'est la clé pour survivre dans ce marché. Le capital est roi. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, eh bien, vous restez à l'écart et vous restez en tant qu'observateur sur ce marché. Vous préservez votre capital. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez y aller. Mais pareil, money management à fond, ratio. Est-ce qu'il y a les ratios ou pas pour entrer en position? Est-ce que je ne suis pas à contre-courant? Tous ces éléments font que vous allez tirer votre épingle du jeu dans ce marché et éviter d'être purgé parce que vous avez ou on a des biais psychologiques comme quoi les marchés sont trop bas, les PER sont faibles, Renault est au plus bas, c'est pas possible d'avoir du Renault à ce prix-là, Total est au plus bas depuis 2008, ça ne peut que rebondir. Je suis entièrement d'accord. Toutefois, vu le contexte, eh bien, Renault peut très bien aller à 8, Total peut très bien descendre à 15 et le pétrole peut très bien aller à 10 $ le baril. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Il nous faut s'enlever les croyances que l'on a. Et ce que je retiens, c'est que les cycles passés ont montré qu'une récession, c'était entre 50% en moyenne et une récession violente, c'était 60%. On en est à 40. Donc, il y a encore de la place, rien ne presse. Comme je le disais ce matin dans le briefing, euh, mieux vaut rentrer trop tard, du moins si c'est pour faire le plein sur les actions, mieux vaut rentrer trop tard et avoir un signal haussier qui vous confirme qu'il y a une fin de baisse, mais vous rentrez peut-être sur le marché action avec 300, 400 points de retard, que rentrer trop tôt parce que vous pensez que le marché a trop baissé et que derrière, le CAC va à 3000. Voilà. Un pro va attendre que d'avoir un signal, un bel avalement, du volume, se dire tiens, là j'ai éventuellement un signal technique, certes on a repris 300 points, mais j'ai une confirmation de mon signal, je rentre. Et il prendra toute la hausse. La personne qui pense qu'on a allé trop bas, le point bas a été fait, eh ben, aucun signal de retournement, tout juste de stabilisation, vraiment tout juste, je trouve. De ce fait, si le marché perd encore 20%, eh bien, ça risque d'être un peu compliqué pour derrière, pour repartir et trouver son prix de revient. Du moins, il mettra plus de temps. Donc, mieux vaut attendre et avoir un peu de retard que rentrer trop tôt sur le marché, surtout. Voilà concernant le CAC, à surveiller les zones. Je surveille un chandelier de retournement, j'en ai pas, à part ici de stabilisation. J'envisage personnellement un range ici, entre les 3006, 4150, 4200. Je pense à un range à venir. Voilà, c'est un peu ma prévision, mais si on enfonce les 3006, ce sera direction les 3003.
Mais je m'attends, oui, à un range de consolidation, mais pas forcément à un point bas, du moins de moyen long terme. Si je devais faire une prévision, je m'attends à ce qu'on aille un peu plus bas encore sur le CAC 40. Voilà. On va passer au DAX. Le DAX qui est plus propre, lui, je trouve, du moins techniquement. Le DAX, on va commencer, voilà. Le DAX, on a une belle zone ici trimestrielle et je ne serais pas étonné qu'on vienne la chercher. Tac. Bon, on est quasiment venu la chercher, mais là on a une énorme zone trimestrielle sur le DAX, c'est vers les 7800. Cette zone-là va commencer à m'intéresser à partir de là. 7006, allez, quasiment les 8000, mais bon, c'est une énorme zone, vers les 8002, 7007. Je sais, c'est une zone assez énorme, mais on est en trimestriel. Toutefois, voilà, c'est un niveau technique intéressant. Pareil, ce qui me met en alerte pour le moment, c'est quand même tout simplement ce magnifique double top. Je vais mettre en hebdomadaire, on le verra mieux. Voilà. Pour le moment, on a quand même une figure de retournement sur sommet. Voilà, un magnifique double top sur sommet historique. Et voilà pourquoi je pense qu'actuellement, oui, on est allé très vite, très bas, mais la purge n'est peut-être pas terminée. On manque tout simplement de visibilité et on voit que l'objectif théorique se situe à 6950. Et que là, comme quoi les choses sont plutôt bien faites, le DAX actuellement a perdu 40% et qu'une récession à venir, comme je vous le disais, c'est 50. Et bizarrement, l'objectif théorique du double top se trouve à 50%. Comme quoi, parfois, les maths font bien les choses, je trouve. L'objectif théorique du double top donne un objectif de 50% de baisse. Ce qui correspond à, comme je vous le disais, une récession, et en cas de récession violente, ce serait du 60% en général. Alors oui, on est bas, oui, on vient tester nos zones, pareil sur le DAX. Bon, la grosse zone, on est quasiment venu la chercher. Pour moi, en hebdomadaire, on a une grosse zone de prix à 8900, 9000 points. Pareil sur les 8004, 8005. Et la deuxième zone se trouve à 8000, 8050, 8100. Mais pareil, il faut noter les zones. Je trouve qu'on a des belles réactions sur zone. Ça revient chercher la zone haute, ça casse. On vient chercher la zone basse, ça reprend un peu de hauteur. Honnêtement, il faut que travailler sur des grosses zones, des grosses unités de temps. En 4 heures, c'est complètement baissier. Bravo à ceux qui ont shorté tous les rebonds, c'est ce qu'il fallait faire en fait, clairement. Après ça, c'est une analyse après coup, mais certains l'ont fait, je le sais, qui ont shorté tous les rebonds qu'il y avait sur zone. Et pour le moment, c'était la meilleure stratégie à adopter. Donc, est-ce qu'elle va continuer cette stratégie? Pourquoi pas? Pour le moment, ça paye. En tout cas, une stabilisation me semble légitime, étant donné la baisse, mais comme je vous le disais, il y a encore de la place. D'un point de vue technique, je parle, même si l'horizon s'assombrit, je trouve, malgré des mesures de soutien. On a bien vu l'indice ZOO en Allemagne qui est ressorti, le consensus a été explosé à la baisse, on va dire. On a vraiment raté le consensus sur l'indice ZOO, je vous invite à aller le regarder, ce matin qui a été publié à 11 h. Donc, on voit vraiment de la peur, de la panique sur les marchés. Mais le pire est peut-être encore à venir, tout simplement. Et sur le DAX, c'est pareil. On a une petite divergence ici sur RSI qui se met en place, comme sur beaucoup d'indices. Tac. Et si elle se valide, ça fait des stops quand même assez larges de 600 points, ce qui est quand même relativement énorme. Donc, il faut s'assurer d'avoir un ratio bon et de se dire, est-ce que, une fois, le DAX à la fois, d'aller chercher les 10 000 points.
On peut avoir des énormes rebonds en 2008, en 2000, je regardais durant le crack de 29, de 87, il y avait des rebonds de 10, 12%, c'était impressionnant les rebonds qu'on pouvait avoir. Mais c'est pas parce qu'on avait des rebonds de 10-12% que le point bas avait été fait. Je regardais les rebonds dans le passé, derrière, le marché continuait de perdre. En 2008, il y avait des rebonds énormes sur le CAC. Et en fait, c'était les bancaires. Les bancaires tiraient tout ça à la hausse quand elles rebondissaient, puisqu'elles prenaient quasiment plus de 10%, et que leur pondération est forte dans l'indice. Mais derrière, c'est pas parce qu'on fait un rebond de 10% qu'on a un point bas. Voilà. Il faut attendre. Je ne m'attends pas à une reprise en V-bottom, si vous voulez. Voilà, une reprise en V-bottom, c'est ça. Vu le contexte, avoir un point bas, oui, une consolidation, pourquoi pas, une reprise en V-bottom, en ligne droite comme ça, un peu, voyez, je vais vous montrer tout de suite, on va passer au Dow Jones. Voilà, une reprise en V-bottom, c'est ça. Comme on a eu fin 2018, quand les marchés ont relâché une première fois, boum. Et ça, c'est une reprise ici en V-bottom. Voilà. Un magnifique V. Reprise des marchés en V-bottom, ça s'appelle. Je trouve que vu le flux, je n'attends pas une reprise en V-bottom. Honnêtement, il y a des dégâts, on manque de visibilité. C'est un peu le scénario de Goldman Sachs, hein, c'est reprise en V-bottom, leur scénario. Je trouve ça voilà, un peu tôt pour parler de reprise en V-bottom. Si je reprends dans le passé, en 2008, on n'a pas eu des reprises en V-bottom, on a vraiment eu des phases de consolidation, pareil en 29. Là, ce n'était pas le même événement qui s'est passé qu'ici. On voit que les dégâts n'étaient pas les mêmes et que partir malgré les injections de liquidité en V-bottom, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt, mais c'est ce que prévoit Goldman Sachs en tout cas sur l'indice S&P, étant donné qu'on est venu chercher les 2004. Chercher les 3002, ce sera un V-bottom d'ici la fin de l'année. Voilà un peu comment on peut étudier les cycles, comment on peut essayer de voir comment, en étudiant les prix et le comportement du marché, eh bien, on peut essayer de déterminer, j'ai envie de dire, d'anticiper des reprises et éviter de tomber dans certains pièges, justement. Pour le moment, c'est un couteau qui tombe. Là, actuellement, on va passer au Dow Jones. Le Dow Jones, Trump se félicitait, fier de lui, vendredi, en disant plus forte hausse historique, l'une des plus fortes hausses historiques sur le Dow Jones. Il tweete ça fièrement. Je trouve que le président devrait prendre un peu plus de recul sur ce qu'il dit, ce qu'il fait, parce que derrière, c'est moins 13. Voilà, donc c'est le retour du bâton, tout simplement. Et que tweeter et dire comme son fils, comme quoi le marché ici, c'est une aubaine, le prix des actions, et que s'il pouvait, il ferait all-in sur le marché action, je trouve ça assez délicat. D'ailleurs, le tweet a été supprimé si vous le cherchiez, mais je trouve ça quand même assez limite qu'on puisse se permettre de dire aux particuliers qu'il faut faire all-in dans un marché qui était en train de lâcher et que c'était une aubaine pour acheter des actions. Et que, en gros, c'était le message qui sous-titrait ici vendredi, comme quoi c'était la fin de la baisse et que ça allait repartir. Clairement, c'était un peu le message qu'il voulait faire passer. Bon, derrière, je pense que les moins 13 de hier ont dû un peu le calmer. D'où l'importance que je vous dis, voilà, il ne faut pas croire que le point bas a été fait. On aura, et vous n'aurez jamais, jamais, jamais le point bas sur les marchés comme le point haut. Mieux vaut rentrer tardivement que trop tôt sur le marché. Certains sont rentrés ici, je le sais. On fait le plein sur les actions. Bon, pensant que c'était un signal, finalement, actuellement, le portefeuille doit être déjà à moins 15. Donc, on attend pour le moment une stabilisation, d'avoir plus de visibilité. Le Dow Jones vient d'ouvrir en plus, c'est parfait. Donc, on va pouvoir faire le point dessus. Voilà, zone 20 400. Donc, sur le Dow Jones, pareil, j'ai fait mes zones à surveiller en extension. Je vous les mets. Première zone, 19 700, 19
2140, on va dire. Là, on est sur une belle zone à 20 400, 20 400, 20 350, on va dire, 20 480. Je vais me mettre en journalier, ce sera un peu plus facile. Voilà, là, on travaille notre zone. Si on casse, on ira chercher la deuxième zone à 19 007. Belle zone de prix, pareil, à 21 150, 21 000. Ensuite, c'est 21 620, 27 000, 21 750 à peu près. Et ensuite, c'est 22 140, 22 180. Voilà à peu près les zones. Et actuellement, on est sur la zone basse. Donc, après les moins 13, effectivement, là, on prend plus 1. Voyons voir si le marché... Alors, on a une belle divergence aussi, hein. Ici, hop, mais elle est clairement pas validée. Voilà, on a des signaux qui montrent qu'on pourrait avoir une stabilisation, mais c'est pas validé. Cette divergence pourrait offrir un beau ratio, effectivement. Toutefois, je pense qu'il faut rester en mode intraday avec cette volatilité, de se dire, tiens, j'ai ma zone. Peut-être que vous descendez sur des unités de temps plus courtes, des 1 heure, et se dire, tiens, je paye ou je vends pour aller rejoindre l'autre zone. Et vous voyez quand même que la zone fait quasiment 1000 points. 20 340 ici, si on rejoint l'autre zone à 21 140, il y a des zones de 800 points sur le Dow Jones, c'est juste énorme. Ici, on avait strictement rien, on avait zéro volatilité, on jouait allez, 150 points, on était content. Là, il y a quand même des zones de 800, voire 1200 points sur le Dow Jones, ce qui montre à quel point voilà, il y a de la volatilité, c'est fort. D'où l'importance du levier, hein. Il y a des bougies 5 minutes, on ne dirait pas quand on les regarde comme ça, mais elles font plus de 200 points. Les bougies 5 minutes représentent la taille des bougies qu'on avait, des bougies journalières, voire hebdomadaires, qu'on avait il y a 2 mois, quand il y avait 0 vol sur le marché. D'où j'insiste d'être prudent sur le marché parce que on peut se faire mal, on peut se faire très peur. Et les bougies sont vraiment... vous voyez là, la bougie 5 minutes, elle fait déjà 500 points. Entre le plus haut et le plus bas, il y a quasiment 500 points. C'est une bougie 10 minutes, pardon. 10 minutes. D'où l'importance d'adapter son levier énormément, d'élargir ses stops et de repérer les zones, de ne pas payer n'importe où et de faire attention. Voilà le message que j'ai envie de vous faire passer, surtout en cette période difficile et compliquée, je trouve, sur les marchés. Et que si vous n'êtes pas à l'aise, eh bien restez à l'écart, car ne pas trader, c'est trader. Donc voilà les zones sur le Dow Jones à surveiller. Peut-être que finalement aujourd'hui ça va pas payer, on va aller chercher les 19 700 si on rechute, c'est les 19 700. Voilà, là on a une belle zone de prix. Si je reviens dans le passé, juste ici, voilà, ici, 19 750, 19 700. Voilà. C'est la zone à aller chercher derrière si ça casse. Éventuellement les 20 000, c'est un niveau de prix psychologique, donc oui, les 20 000 aussi sont intéressants. Mais voilà, il y a des opportunités, mais il faut rester prudent. Voilà concernant le Dow Jones. Autre élément intéressant sur le Dow Jones que j'évoque depuis un petit moment, mais c'est cette divergence. C'est cette divergence trimestrielle ici. Voilà. Et que maintenant, si vous avez suivi la formation sur les divergences, eh bien c'est en général 50% du retracement de la dernière vague de hausse ou de baisse. Et je trouve que les retracements sont assez propres. On voit qu'il y a encore de la place, que les 50% sont à 18 000, avec un excès, pourquoi pas, sur les 15 000, si vraiment le marché devait partir. Divergence avec un avalement qui est juste magnifique. Bonne chance pour sauver cet avalement, même si on regagne 1500 points en une semaine et demie. Le mal est fait, l'avalement restera là, en tout cas. La divergence, elle, pour le moment, est complètement validée. Et que techniquement, les 50% sont assez propres, je trouve, puisque ça correspond à la zone qu'on est venu travailler ici pendant des mois, si je me mets en mensuel. Voilà, c'est une belle zone. Les 50%, les 18 000, c'est un objectif assez propre, techniquement, qui correspondent aussi avec un risque de récession. Et en cas de choc plus violent, ce serait d'aller chercher la mobile 200, ici.
à 61,8. Mais les 61,8 et les 50 représentent vraiment un niveau de résistance, du moins de support, intéressant, en tout cas sur le Dow Jones. Donc, il ne faut pas... Voilà, les rebonds, oui, on en attend. Fin de la baisse, moins sûr d'un point de vue technique, que ce soit sur le DAX avec le double top, que ce soit les divergences. Les divergences sur les indices US, il y en a de partout, hein. On peut regarder le S&P, on peut regarder le Nasdaq. Très rapidement, après on passe au Forex. Voilà, on est sur le Nasdaq, divergence aussi, elle est là. Bon, Nasdaq a encore de la place, hein. Moins propre techniquement la zone du Nasdaq. Je trouve ici on n'a pas grand chose, mais bon. Après c'est le Nasdaq, ça reste quand même un peu plus solide que le Dow Jones, surtout avec les déboires de Boeing. Boeing c'est juste impressionnant. Je ne sais pas si vous avez vu la chute de l'action. Je vous la montrerai après, mais c'est quand même... on est allé très très bas sur Boeing. Le S&P c'est la même chose. Divergence. Voilà, divergence trimestrielle. La dernière remonte à 2000. Divergence trimestrielle, on a perdu 50%. On a fait une baisse de 50%. Ici, on a fait une baisse de 50%. En 2008, on a fait une baisse de... Bon, le choc était assez 55-50%. Et là, on est à 30%. Et les 50%, ce serait par ici. Mais l'objectif, en tout cas, de la divergence sur le S&P, vous voyez, voilà, ce serait d'aller chercher les 2000 points. 2000 points, 2100 points dans un premier temps. Donc, plusieurs signaux, en tout cas, qui plaident pour une poursuite de la baisse, en tout cas à venir, malgré un rebond, mais c'est pas parce qu'on va avoir un rebond qui peut se mettre en place de centaines de points sur le S&P ou de Jones que c'est forcément le point bas. Actuellement, on manque cruellement de visibilité. Le pic n'a pas été atteint en France, en Allemagne, aux États-Unis. Donc, prudence. Et j'ai envie de vous dire sur les indices, ne pensez pas tout simplement que on est allé trop bas et que le marché ne peut que monter. Au contraire, attendons, je me tue à répéter cela, mais attendons que la poussière retombe pour enfin se dire, tiens, le couteau s'est enfin planté. Ne pas suivre les tweets de Trump qui pensent que parce que le marché il a fait plus 13 vendredi, c'est open bar et que le marché action va remonter. Non, honnêtement, je préfère vous dire, attendons que ça se plante une bonne fois pour toutes, que ça stabilise et qu'on ait plus de visibilité pour dire, ça y est, le marché récupère, les investisseurs ont beaucoup souffert de leurs émotions durant des semaines, soufflent un coup et se disent, très bien, on va essayer de se reconnecter avec ce qui se passe et voir si vraiment on est peut-être allé un peu vite, un peu loin, ou au contraire, ce qui risque de nous arriver dans les mois avec l'arrêt de certains États, dont l'Italie, pourrait pénaliser la zone euro et déclencher une récession. Et voilà, en gros, actuellement, c'est ce que price le marché, mais trop tôt pour dire si le point bas a été fait aujourd'hui ou il le sera peut-être dans plusieurs semaines. Voilà le tour d'horizon sur les indices. Comme d'habitude, ça dure un peu longtemps, je sais. Toutefois, eh bien, les circonstances font que c'est important, je pense, de vous expliquer, d'essayer d'être le plus pédagogue possible sur ce qui se passe sur les marchés, sur le choc qu'on est en train de vivre, sur des baisses historiques que même en 2008 on n'avait pas, il faut remonter en 29 ou en 87. Donc, ce qui montre à quel point il se passe vraiment quelque chose sur les marchés et qu'on n'est pas dans des phases de stress et de peur comme on a pu avoir ici en 2018 quand ça avait lâché ou fin 2018. Là, on est vraiment dans un mouvement d'une ampleur très violente, très extrême, une panique à son apogée, un marasme. On est dans le paroxysme de la peur. Donc, je prends le temps nécessaire pour vous dire prudence sur le money management. Et c'est ça qui fera la différence, tout simplement. C'est ça qui fera la différence entre un pro et un particulier. C'est le money management.
Le pro, il prend sa perte journalière, il sort du marché. Le particulier va se dire, ah, j'étais pas dans le bon sens, le marché était contre moi, je retente de prendre une position. Et au final, ça amplifie les pertes ou on essaye de moyenner, comme j'ai pu voir sur le marché action, des gens qui ont payé le marché action et qui continuent de racheter parce qu'ils moyennent leur prix de revient à la baisse en pensant que ça ne peut pas aller plus bas car on est déjà trop bas. Mais il faut se sortir ce biais psychologique de la tête. Voilà le tour d'horizon sur les indices. Concernant le Forex, eh bien, on va s'intéresser à l'eurodoll. L'eurodoll qui a du plomb dans l'aile. Alors, je vais quand même relire vos messages. Vous m'avez dit, alors, USD CAD, AUD USD. Alors, moi, j'ai noté USD CAD, AUD USD. C'était noté. Vu la volatilité, USD CAD se rapproche de son oblique. OK, USD CAD, c'est noté. Euro USD, bien sûr. GBP USD. J'essaie d'informer le bonne sauge. Ok, très bien. Je te répondrai un peu plus tard, Fanny. Jacques, bonjour. Un mot sur l'euro GBP. C'est noté aussi, l'euro GBP. On va passer au Forex. L'euro USD, donc plomb dans l'aile, je trouve. La BCE est venue gâcher la fête, clairement, de la dynamique haussière jeudi. On a eu quand même sur cette bougie-là. Clairement, bon bah voilà, ça a mis fin à la dynamique haussière. On casse la zone de polarité des indices 75, on retourne sur support ici. On teste le seuil psychologique des indices. Pour moi, si on enfonce, c'est 1,094 et 1,0890. Vraiment, on est venu buter. Voilà, on avait notre énorme résistance ici à 1,1450, 1,1545. Échec. Réintégration du canal baissier. On repasse sous les 1,1180. Donc, pour le moment, ça repart en dynamique baissière, tout simplement. Voilà, on avait fait un joli creux ici, des belles bougies impulsives, mais derrière, ça cale pour le moment, ça réintègre ce canal, donc baissier maintenant sur l'euro-dollar. On avait un petit range 4 heures ici. Voilà, sorti par le bas. Je crois que j'évoquais, il me semble que c'était lundi, je ne sais plus si c'était lundi ou vendredi que j'évoquais ce range qu'on a eu. Voilà, petit range. Si je reporte la hauteur, voilà, ce serait d'aller chercher avec excès volatilité les 1,09 je pense, 1,0440. Donc mouvement du bas, consolidation dans un range, on a une magnifique cassure. Pour le moment c'est baissier, malgré voilà, l'euro souffre, malgré les. On avait la divergence aussi. On avait cette divergence, mais l'objectif lui a été atteint puisque c'est à peu près l'indice 75. Mais une clôture sous l'indice 75, vraiment, ça pénalise l'euro et force est de constater que on avait une consolidation dans un rectangle sorti par le bas. Bon, on est venu chercher l'indice, mais derrière, la poursuite de la baisse reste quand même assez importante sur l'euro. Pas de stratégie de trading. Honnêtement, vendre ici, c'est trop tard. Faut être franc. Vendre ici, c'est trop tard. Acheter, ça peut être tentant, je comprends. Je comprendrais mieux quelqu'un qui veut acheter l'euro que le vendre ici, étant donné qu'on a quand même eu une grosse baisse. Pareil, 500 pips à la baisse, donc ça fait un peu mal. Mais signal de retournement, clairement. Là, il faut mettre tous les éléments convergents possibles, que ce soit une divergence, un avalement haussier. Pour le moment, en fait, on n'a pas de signaux de retournement. Aucun signal de retournement sur l'euro-doll à court terme. Et l'objectif n'est pas complètement atteint. On pourrait aller chercher encore un peu plus bas. Pas grand-chose à dire sur l'eurodoll, honnêtement. Il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas un plan de trading à dégager, je trouve. Vendre la résistance ici, c'était c'était le top du top. Mais là, on a quand même bien chuté. On teste le support. Si ça casse, c'est direction les 1,0940 et voir les 1,0890 pour le moment. Et la dynamique, vraiment, je trouve que la belle dynamique haussière qu'on avait là est vraiment entravée et que pour le moment, eh bien, les baissiers gardent la main.
Donc à voir, éventuellement, pourquoi pas se dire si on casse, pullback ici, si changer de retournement en données plus courtes sur les indices 75, pourquoi pas jouer un mouvement. Voilà. Vague de baisse, on retrace, pullback, pour repartir sur les 1,08, sur les plus bas d'ici. C'est un scénario que je vais surveiller. Puisque cette zone, les indices 75, on l'a quand même bien travaillé de nombreuses reprises, qu'on l'a cassé ici, on a fait un pullback, on est reparti. Ici, on a fait un pullback, on est reparti. Je surveille cette zone, voilà. La bougie est flue, on perd quand même 1,5, mais si pullback ici et changer de retournement, il y a moyen de mettre en place une stratégie vendeuse avec un stop assez serré, je trouve. Voilà. Voilà un peu mes prévisions, j'en ai pas beaucoup là actuellement de prévisions sur l'euro GBP, l'euro USD. Je suis plus en mode j'attends en mode spectateur, j'attends une belle zone. J'attends une belle zone et là on est un peu au milieu de nulle part. L'euro GBP. L'euro GBP, c'est juste magnifique ce qu'il réalise. C'était un peu la stratégie qu'on avait la semaine dernière en fait. La stratégie qu'on avait mis en place la semaine dernière, il me semble, c'était le 10 mars. Voilà, c'était la sortie du triangle. Pour celles et ceux qui étaient avec moi en live, j'avais dit que la plus belle opportunité que j'avais trouvée sur l'euro GBP, c'était cette sortie de triangle à surveiller durant le live du mardi. Donc on a eu la sortie de triangle, de cette espèce de, pas vraiment un fanion, mais on voit qu'on a un beau mât, si vous voulez, d'un point de vue technique. On a un rallye haussier, consolidation, ce qui fait qu'on était plus dans un fanion, ce qui fait qu'on pouvait reporter l'objectif théorique via le mât, quasiment, via le mât et pas via la figure. Quand vous avez voilà, un petit conseil que je vous donne, bon, assurez-vous de bien maîtriser les figures chartistes, mais quand vous avez une accélération forte et que ça consolide dans un triangle, même si un fanion c'est comme ça va être accélération haussière et hop, voilà. Et puis on vient consolider comme cela. Boum, ça repart. Là, c'est le fanion. Là, on était dans un triangle ascendant, mais la pente juste avant était tellement forte qu'on pouvait se dire, tiens, si on reporte le mât, ça peut donner, c'est aussi valable. C'est aussi valable si on reporte le mât comme ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sorti ici par le haut et on propulse. Donc un short envisageable sur 0,92 pour euro GBP. Oui, oui, c'est ce que je vise. C'est mon objectif. Enfin, mon objectif, c'est ce à quoi je m'attends. 0,4. Je serai patient sur l'euro GBP, le flux extrêmement haussier. On est en train de casser la résistance qui est là, des 0,90 et je surveille la borne haute du range. On est dans un range ici et c'est les 0,93 que je surveille. C'est ça le plan. Il y a beaucoup de pertes forex que je suis en attente, si vous voulez, de me dire j'attends une vague corrective. Peut-être pas forcément un retournement, mais au moins avoir un chandelier de retournement sur les 0,92, 0,93. Voilà, effectivement, c'est un plan. Voilà. C'est un plan que je surveille. Voilà, depuis plusieurs semaines, quand j'ai vu la bougie flux ici la semaine dernière, qui a juste explosé notre zone de polarité, notre moyenne mobile 200, Lucky June qui se mettait à plat. D'ailleurs, je devais mettre l'Ishimoku durant ce webinaire, je ne l'ai pas mis. Donc, si vous voulez que je le mette, je peux le mettre. Sinon, tant pis, on continue avec les moyennes mobiles 200 et uniquement le price action. À vous de voir. Mais oui, les 0,93, c'est un niveau à surveiller. Clairement, vous voyez, c'est vraiment ce niveau-là. Bon, là, on est en train de le casser. On tente. Mais pardon, c'est celui-là. Voilà, en extension ici. Si ça cale ici, pourquoi pas, mais là pour le moment ça cale pas. Là on est en train de casser, donc là ça cale pas. Mais le mieux, voilà, c'est range, c'est-à-dire tiens, rotation complète à l'intérieur du range, c'est viser les 0,93. 0,93, et à partir de là, surveiller vraiment si on n'a pas un signal. Là pour le moment il n'y a rien. Honnêtement, vendre ici, c'est pas casino, mais presque. Il y a zéro signal. Il y a zéro signaux, il y a rien du tout. En 4 heures, il n'y a rien qui se forme, pas de divergence, il n'y a rien. Non, non, pour le moment, c'est trop tôt, il n'y a pas de signal.
faut attendre des signaux techniques. Voilà, là, c'est se précipiter, je trouve. Pour le moment, le flux est extrêmement haussier, ça sert à rien d'être à contre-courant. Repérer les zones et il faut attendre les 0,93 pour moi. Mais je surveille depuis plusieurs jours ce niveau. Là, si on passe les 0,90 en puissance, effectivement, c'est les 0,93 qu'il va falloir viser et se dire faire un reverse. Voilà. Il y avait le bas du range ici pour avoir fait le suivi. Et ici, c'est reverse. Voilà. C'est le plan que j'ai, mais bon, peut-être qu'on ne le verra pas la semaine prochaine, peut-être que ce sera dans 2 semaines. Mais voilà, c'est ce que je surveille aussi. Je suis comme vous, c'est la borne haute du range à 0,93 et pour le moment, être baissier ici, il y a zéro signal. Il y a zéro, pas de divergence, pas de chandelier de retournement. On casse une résistance même. Donc non, on ne short pas un support. Du coup, on est sur support. On ne short pas un support. On attend sa cassure ou un échec en haut de la résistance, comme on pourrait l'avoir ici. Alors, Euro-USD, on a fait. GBP-USD, très important. GBP-USD aussi, je trouve. Voilà ce qui se passe, c'est très beau. Ouais, c'est les 1,2035. Je m'attendais à un rebond sur les 1,22, clairement, tout simplement parce que c'était notre oblique de moyen long terme qui passait par tous les plus hauts. Notre zone de polarité, ici, on butait. Et là, les 1,2035 commencent vraiment à me plaire. Tout simplement, voilà. C'est une zone mensuelle. On est sur un support mensuel ici. Voilà. 1,2035, 1,20. 1,2035, 1,20. Seuil psychologique des 1,20. Bon, certes, ça fait un peu mal. On perd quasiment 1,80. Mais c'est une zone. C'est une zone. J'ai pas de chandelier de retournement, malheureusement, mais c'est une zone. Voilà. C'est une zone mensuelle. Si ça casse, ça va faire des dégâts, je pense. Si ça casse en extension, on pourrait très bien aller chercher les vraiment en extension, mais notre oblique ici, vers les 1,17. Mais si elle tient, en tout cas, cette zone-là me plaît beaucoup. Je trouve elle a parfaitement bien fonctionné par le passé, en 2016, 2017, 2019. Pourquoi pas une nouvelle fois, en tout cas, après une chute de quasiment 1000 pips, avoir une réaction sur cette zone. Élément, c'est quelle zone dont tu parles? La zone 1,20, 1,2035. Vu la volatilité, il faut élargir. Hein. Là, on n'y est pas encore. Il manque quelques pips pour aller la chercher. Mais et j'ai une divergence surtout. Elle n'est pas validée. Il ne faudrait pas que la bougie 4 heures aille trop loin. Mais là, j'ai ma divergence que je surveille justement. Elle est sur zone. Divergence haussière sur zone mensuelle. Ici. Tac. Pour le moment. Attends, Hop. Hop, voilà. Je surveille. C'est ça qui me plaît. C'est un plan à prévoir. Vendre ici, pareil, après 1000 pips de baisse, 1150. Vendre sur un support mensuel, non, non, c'est pas possible. Acheter, oui, mais sur signal de retournement. Voilà, on est sur zone, mais j'attends un signal en fait. Tant que j'ai pas un signal de retournement par un chandelier japonais ou par ma divergence qui va se valider, ou par un break 4 heures ou un break sur une unité de temps plus courte, eh bien j'attends. J'attends et à voir, peut-être que ma zone va céder, mais dire que. Après, il n'y a rien en dessous. Hein. C'est un support mensuel, donc, et d'où l'importance d'élargir ses stops, parce qu'on pourrait très bien faire une mèche assassine en mode allez, on va chercher les 1,1980 et puis ça repart, histoire de sortir tout le monde. Et vu la volatilité, honnêtement, je ne serais pas étonné de ce scénario-là. D'où l'importance d'attendre un signal de retournement et pas de se dire très bien, on est sur la zone, je paye. Non, on peut très bien faire une mèche pour sortir tous les acheteurs qui ont payé sur Touchette et puis repartir en direction d'un 25. Voilà. Il y a la divergence, il ne faut pas qu'on aille trop bas sur la bougie 4 heures, il faut que ça se reprenne derrière, mais voilà. Il y a éventuellement quelque chose à faire sur le GBP USD.
dans l'attente, je précise, d'un signal technique de retournement. Donc moi, j'utilise le RSI, les chandeliers japonais ou l'Ishimoku. Là, je ne l'ai pas sous les yeux. Peut-être que vous avez d'autres indicateurs. À vous de voir. À vous de voir. Mais surveillez le GBP-USD. Donc, Euro-USD, c'est fait. GBP-USD, c'est fait. Euro-GBP, c'est fait. AUD-USD, on l'avait vu l'autre fois. Comme quoi, il fallait attendre la zone. On est sur zone. Bon, on avait une première zone ici, c'était très baissier. Alors, attendez. Voilà, c'était cette zone-là qu'on évoquait, et elle a été franchie, d'où l'importance d'attendre des signaux de retournement. Vous voyez, cette zone-là, je ne sais plus qui est-ce qui me posait la question, on avait cette zone. Et elle a été franchie. Pourtant, c'était une énorme zone à 1,03. On l'a pulvérisée, et il n'y avait pas de signal de retournement. Ici, ça casse. Payer sur touchette, c'est risqué. C'est risqué. Il n'y avait aucun, d'un point de vue des chandeliers, là, ce qui me prouve un signal de retournement ici, je ne vois pas ce qu'il y a. Il n'y a rien. Il n'y a pas de. Voilà, c'est une bougie flux qui casse un support. Donc derrière, on allait chercher le support suivant. Donc attendre les signaux de retournement, comme ici. Ici, il y avait une étoile du matin. Là après, je suis. Ou vous pouvez descendre sur. Là, il n'y avait rien. Peut-être qu'en 4 heures, il y avait quelque chose. Peut-être qu'il y avait un avalement 4 heures. Là, je pense qu'il n'y avait même pas un avalement 4 heures. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la zone. Voilà, ici. On est sur zone. En fait, toutes les paires de forex sont des zones là. Il manque des signaux de retournement. Mais voilà, là, on est sur une belle zone technique. Si je dézoome, non, c'est les plus bas aussi, quasiment. Voilà. Bon. Zone hebdomadaire, encore une fois, et pile poil les 1,000, donc le seuil psychologique parfait, je trouve. Intéressant, intéressant. Pareil, vendre ici, je ne pense pas que ce soit le meilleur moment de se dire, tiens, je vends un support. Non, on est sur un support hebdomadaire. Un achat pour un rebond paraît plus envisageable déjà. Mais pas de signal. Pas de signal, du moins en journalier, pas de signal. En 4 heures, presque la divergence. Moi, j'aimerais bien avoir ça, en fait. Me dire, alors, voilà, double bottom. Ça, ce serait un signal sur zone. Premier creux, deuxième creux. Les plus audacieux se diront range. Dans ce cas-là, ils le mettront comme ça. Ils vont attendre la bougie 1 heure et se dire, tiens, peut-être trading range ici, je vais attendre. Chandelier de retournement, je paye, je vise la borne haute. Et si on casse, eh bien, c'est double bottom et c'est tout bénef. Et là, vous faites un ratio juste exceptionnel. Voilà un peu une stratégie à mettre en place, je trouve, sur l'AUD-USD. Pour le moment, c'est plus voilà, sur toutes les paires. J'ai remarqué, il n'y a pas vraiment un plan là qui a été défini, enfin un setup qui vient de se déclencher. On est plus sur des plans de trading à travailler, à peaufiner, en attente de signal, que ce soit l'euro GBP, le GBP USD, l'AUD USD. Voilà. On est sur une zone. Payer sur touchette, parfois ça fonctionne. Ici, ça n'a pas fonctionné, hein, qu'on est venu la casser. Il n'y avait aucun signal de retournement, donc ça peut aller plus bas. Mais en tout cas, voilà, si on affine et qu'on descend vraiment sur des unités de temps plus courtes, range à prévoir entre 1,014 et 1. C'est psychologique. Toutefois, la borne basse pourrait être un peu plus bas. Là, voilà, un petit retour ici avec un petit excès à changer de retournement, ben, ça peut permettre de rentrer en position à l'achat et de se dire range à prévoir ou double bottom. Dans ce cas-là, on reprend un peu de hauteur. Alors, quand vous parlez de zone, intéressant ces zones et banques, seulement support et résistance. Les zones, c'est vraiment toutes, ça va être des niveaux que je vais tracer soit avec l'indicateur Ishimoku, en ce moment je ne les trace pas avec l'indicateur Ishimoku, soit via les prix. Comme ici, voilà, les zones, on pourrait limite faire un webinaire sur comment tracer les zones, mais je me mets sur des unités de temps longues, mensuelles ou hebdomadaires,
et j'essaye de regrouper un maximum de mèches et de body, tout simplement comme ici. Là, j'ai une accumulation de mèches et de body, j'ai une mèche juste ici, là pareil, donc c'est ma prochaine zone. C'était ma zone qu'on avait testé plusieurs fois, ça casse, je descends un peu plus bas, chercher une autre zone. Pareil sur le CAC, en fait, voilà, j'essaye de regrouper des zones larges où il y a beaucoup de mèches, beaucoup de body qui se regroupent en fait. Et je passe sur des unités de temps voilà, supérieures, comme ici. Voilà, ici on a une belle zone, on voit qu'on a beaucoup de mèches qui viennent taper les 1, 1, 13. Voilà un peu comment je trace mes zones. Je vais être sur des unités de temps, on va dire hautes, longues, hebdomadaires et mensuelles, et je trace mes zones comme ça. Ou bien l'indicateur Ishimoku, tout simplement. Pour ceux qui ont du mal à tracer les zones, vous mettez un indicateur Ishimoku, vous tracez en extension les plats de SSB, de SSA, de Kijun et de Tenkan, et vous allez quasiment retrouver les mêmes zones que moi. Pour avoir fait le test sur l'euro-dollar il n'y a pas longtemps, eh bien, je retrouve les mêmes zones. Donc, seulement que là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper puisque c'est tracé directement par l'indicateur. Il suffit juste de mettre des petites lignes sur les extensions et vous avez toutes vos zones. Ça prend du temps. Sur le DAX, je l'avais fait. Je sais plus. Voilà. Là, c'est mes zones intraday. J'avais fait sur le DAX. Bon, j'ai toutes mes petites zones que j'avais fait. Vraiment intraday. Mais ça prend énormément de temps. Avec l'indicateur Ishimoku. Là, c'était avec l'indicateur Ishimoku. C'était durant l'année fin 2019. Après, j'ai arrêté de le faire. Mais c'était mes zones intraday DAX. Ça m'avait pris quasiment 20 à 25 minutes juste avec l'indicateur Ishimoku pour mettre toutes mes zones correctement et remettre les niveaux à peu près avec les prix. Donc voilà, avec l'indicateur Ishimoku, comment j'avais quadrillé le DAX sur la période, c'était en 2019 que j'avais fait ça. Là, il faudrait que je le refasse, mais ça prend beaucoup de temps. Si vous voulez vraiment bien le faire, si vous voulez vous spécialiser sur un marché, vous devez travailler les zones. C'est hyper important, les zones. Alors, concernant les paires qui sont déjà dans une critique, est-ce que la réaction auprès de ces zones-là vont être convergentes à la valeur de chaque pas de retournement sur l'USD CAD? Les zones, il faut attendre des signaux de retournement. Voilà, tout simplement, on va voir sur l'USD CAD. L'USD CAD, c'est haussier, de chez haussier. Là, j'avais une zone ici sur l'USD CAD. Pareil, là, si je veux reprendre ma zone, je sais qu'elle est par là. Voilà. Tac. Je vais avoir une zone ici, à peu près. Voilà, j'ai une belle zone de prix ici. Vous voyez, je remonte à 1994. 28 ici, ici, point de contact. Ici, on a fait le pullback. Là, on a travaillé. Là, boom, pullback. Là, on est venu chercher en haut. Et ma deuxième zone, elle est ici. Non. Voilà, elle est juste là, ma deuxième zone. Et si je mets mes supports, enfin mes résistances sur ma zone haute, ma zone basse, ma zone haute, là, voilà, que je reviens ici, voilà. On a une zone, si on casse les 1,4085, actuellement, c'est direction les 1,42, 1,43. Pour le moment, voilà. Là, on est pile poil dans la zone haute. On travaille, vous voyez, on a des grosses mèches avec de l'excès, on n'a pas de chandelier de retournement, c'est haussier, puisque c'est un peu corrélé au pétrole et que le pétrole chute violemment. Mais c'est haussier pour le moment. Si on franchit cette zone, on ira chercher les 1,43, je pense. Voilà. 1,43, on avait une sortie de biseau par le haut, l'objectif a été atteint. Ça reste haussier. On a un beau gap. Si jamais on a une grosse correction, il y aura un beau gap à venir chercher. Mais pour rappel, hein, rappelez-vous sur l'euro USD, le gap Macron, il a été comblé, mais il a été comblé 3 ans après, le gap Macron. Donc là, pareil, on a un gap et il ne faut pas croire qu'il va être comblé tout de suite. Il peut l'être dans peut-être 3 semaines, comme il peut l'être dans 2 ans en fait. Mais
voilà, faut le noter, ce gap-là, et peut-être que dans 2 ans, il sera comblé, comme on a eu le cas sur l'euro CHF, l'euro dollar et l'euro face au yen japonais. Mais en 4 heures, USD CAD, on a cette divergence, mais les pages, non, il n'y a pas de divergence ici, il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence. Elle n'est pas belle. Mais éventuellement celle-là qui est en train de se mettre en place. Là, je suis pas très fan de la divergence qu'il y avait ici. Pas de retournement USD CAD, oui, il y a de rien. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de retournement USD CAD pour le moment, c'est encore un peu tôt pour tenter une vague corrective. Et il n'y a pas de divergence surtout. Hein. Si vous pensez qu'il y avait une divergence ici, je l'ai expliqué pourquoi il n'y avait pas de divergence ici. Si vous voulez que je vous réexplique pourquoi, mais je l'ai déjà expliqué dans le briefing des marchés. Ceux qui veulent savoir pourquoi il n'y avait pas de divergence, pourtant elle a été validée, dites-le moi dans le chat, je réexplique une dernière fois pourquoi il n'y avait pas de divergence ici. Sinon, je passe à une autre paire, étant donné qu'il n'y a pas de signal de retournement sur l'USD CAD et que pour le moment ça reste haussier, qu'on casse des résistances, c'est le cas, et que ce sera une poursuite de la baisse vers les 1,43. Peut-être les paires en yen. Alors, USD CAD, j'avais fait, AUD USD, on a fait. Il reste les paires en yen, effectivement. Il y a l'AUD USD aussi. Je sais que l'AUD USD, c'est beaucoup regardé. On est sur zone. Encore une fois, on est sur zone. J'ai ma petite divergence ici qui me plaît. Vous voyez. Tac. Pas très grande, petite divergence. Mince, si c'est bon. Voilà. On est sur une zone mensuelle. Ici, continue de chercher. Les 0,60, c'est un seuil psychologique, c'est un seuil rond, on est sur zone, on est sur les plus bas. Voilà, il y a une accumulation de mèches ici, vers 0,68, c'est 0,60 au plus bas. On est sur des zones. Tout le forex est sur des zones, en fait. C'est ça que j'ai remarqué avant de faire cette émission, de dire, finalement, les 3/4 du forex, c'est sur des zones mensuelles en attente de signaux de retournement ou de rebond, malgré des flux baissiers. Donc, le short, attention. Voilà, on a quand même bien chuté aussi. Mardi dernier, j'évoquais le pullback ici, de se dire, tiens, ce serait intéressant d'avoir un pullback sur les zones mensuelles. C'était le cas. Après cette bougie qui est partie un peu dans tous les sens, il fallait oser se dire, tiens, je vais reprendre un short ici, alors qu'on venait de perdre quasiment 400 pips. Finalement, bah, ceux qui ont vendu ici, eh bien, félicitations à eux. Là, on arrive sur une zone mensuelle, encore une fois. Voilà, donc zone mensuelle des 0,60. Donc, mais pas de signal de retournement. Petite divergence 4 heures, mais elle est vraiment légère, je trouve. Elle n'est pas très très belle. Toutefois, elle est sur zone, mais pas validée et pas de bougie de retournement. Donc pour le moment, ça ne sert à rien de se dire le point bas était fait ici. Peut-être que le marché va continuer à aller plus bas. Voilà, pour pas se dire le marché est trop bas, on est sur zone. Je sais qu'on est sur zone, on est sur des zones sur beaucoup de paires forex. Mais vu le contexte, vu la vol, il faut mettre des éléments convergents de votre côté. Que ce soit les zones, que ce soit les prix, que ce soit vos indicateurs. Maximum, regrouper un maximum pour se dire, tiens, si je prends ce trade, c'est quoi la probabilité de succès? Est-ce que je suis à 50% parce que j'ai payé sur touchette, ou est-ce que je suis plus aux alentours de 75% parce que j'ai les prix qui vont dans le bon sens, j'ai mon indicateur qui me confirme ça, j'ai mes zones de prix, j'ai d'autres éléments. Voilà, donc là, ça fait passer mon trade à 75%, ce qui fait que sur le long terme, bah, ma stratégie est gagnante. On peut se dire, bah, là, à 50% sur le moyen terme, je fais le yo-yo. Et c'est pas le but. Le but, c'est d'être constant en trading. Alors, les paires, et je pense qu'on aura terminé, les paires en yen japonais, et après on passera aux matières premières. Pour l'instant, le GBP a l'air d'être le plus beau setup en tout cas. Oui, je pense aussi que c'est le GBP oui, que ce soit le GBP, l'euro GBP ou le GBP USD, oui. Pour le moment, il y a ça que je surveille. Voilà. Peut-être l'AUD NZD.
honnêtement, ça se tente. Le range 1 heure se tente. Faut aimer le trading très court terme. Peut-être quelque chose à faire si on est à l'aise avec les ranges et qu'on connaît les stratégies de trading range. Effectivement, ça peut être intéressant. Mais il n'y a pas de setup confirmé, clairement. L'euro face au yen japonais, c'est le yo-yo. Ça part dans tous les sens. Là, c'est une zone chaude, hein. On avait déjà évoqué la semaine dernière. Certains étaient à l'achat sur cette bougie-là mardi dernier, me demandaient le potentiel. Je leur disais attention parce que le yen japonais risque quand même de se renforcer si les indices chutent. L'euro se renforce aussi, toutefois, c'est renforcé du moins. Là, on est dans un véritable yo-yo, je trouve. C'est une machine à laver pour moi, l'euro-yen. Je vous le dis tout de suite. On n'a pas une belle tendance baissière et de se dire, tiens, je prends le rebond sur signal et je prends le train. Là, c'est un vrai yo-yo, machine à laver. C'est des configurations que je n'aime pas. Voilà. Pour être franc, c'est des configurations où je préfère avoir une belle vague, me dire, tiens, je rentre sur un repli, cassure Tenkan Kijun. Là, actuellement, ça va dans tous les sens. Ici, c'est la zone chaude des 120. Il y a plusieurs éléments qui convergent, que ce soit la moyenne mobile 200, la moyenne mobile 50, l'Ishimoku. En hebdomadaire, est-ce que j'ai quelque chose? Voilà, en hebdomadaire, j'ai encore les moyennes mobiles ici. Donc, la tendance est baissière. J'ai envie de dire, la tendance est baissière hein, depuis 2018. Mais à court terme, enfin, le marché se cherche, tout simplement. En 4 heures, c'est un range. Voilà. En 4 heures, c'est ça qu'il faut noter. Cette espèce de range ici. Voilà. C'est le range 4 heures. Et de se dire, tiens, j'attends la borne basse, chandelier de retournement, je paye pour viser en haut, et en haut, j'attends chandelier de retournement et je vends. Mais pour moi, j'ai pas mis les Shimoku, mais là, je pense qu'il y a un range 4 heures, à mon avis. Je pense qu'il y a un range 4 heures. Le nuage doit se mettre à plat ou twister, à mon avis. Je pense qu'il y a un range actuellement. Enfin, du moins, l'indicateur montre qu'il y a essentiellement un range à trader. Donc, 4 heures, borne basse 116,52, borne haute 120,30. Au milieu, on ne fait rien. On attend. On attend la zone. Voilà, c'est ça qu'il faut vous dire, c'est les zones, les zones, les zones. Je paye ou je vends sur zone. Là, c'est un range. On attend soit la borne basse, soit la borne haute. Sinon, on va sur un autre marché où on a plus de visibilité, tout simplement. USD, c'est pareil, les paires en yens, c'est USD face au yen japonais, mais elles sont toutes pareilles. Non, j'ai rien du tout. C'est je sais pas quoi dire quand je vois ça sur l'USD. Le dollar se renforce énormément, comme vous avez pu le voir. Le dollar est très très puissant. On se fait une mèche à 100 quasiment, et là on se fait un avalement haussier. J'ai envie de l'invalider cet avalement haussier car un avalement retourne une tendance, et là il n'y avait pas de tendance à retourner, il n'y a que 2 chandeliers. Donc on avale juste le chandelier précédent. Là, il y avait un piercing pattern, vous voyez, on a fait un gap baissier, on a fait un piercing pattern renforcé puisqu'on a retracé plus de 50% du range et du body. La tendance était bien baissière, ça a retourné le marché. Là, on a juste 2 bougies, me dire que cet avalement-là, bon, je suis un peu sceptique sur cet avalement-là. Voilà, je ne vois pas si le marché, le yen va continuer à se renforcer, mais le dollar reste très très fort. Ça, là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais actuellement, l'USD yen, bon, 700 pips en ligne droite. Ici, ça cale. À surveiller. La zone, moi, ce que je vais surveiller, c'est la zone des 108-130 s'il y retourne. Voilà, ça, c'est une zone qui me plaît. 108, 108-30. C'est la zone à surveiller ici qu'on est venu travailler. Cette belle zone-là, ça me plaît. Mais pour le moment, en 4 heures, droite de tendance haussière, bon,
pourquoi pas se dire j'achète sur repli, mais c'est aussi à court terme et baissier à moyen long terme. J'aimerais bien venir chercher la moyenne mobile là. Moyenne mobile 4 heures. Moyenne mobile 200 4 heures, couplée à la moyenne mobile 200, vous voyez, moyenne mobile 200 journalière. Voilà. Éléments convergents. On est dans une zone de prix, j'ai mes moyennes mobiles qui viennent s'aligner. Voilà. S'il y a un setup de vente de short, voilà, c'est ici. C'est dans cette zone-là où j'ai des éléments qui convergent, tout simplement, que ce soit les prix ou mes indicateurs. Là, actuellement, on est un peu au milieu du désert, je trouve. Enfin, le GBP face au yen japonais. Baissier, pour le moment, la livre sterling recule, le yen japonais se renforce. J'attends les 126. Je pense qu'on va aller chercher les 126 sur le GBP. Voilà. C'est ma zone. Ici, c'est ma zone hebdomadaire, encore une fois. Vous la voyez, cette zone? Elle est magnifique. Elle est juste magnifique. Là. Ici. Voilà. Une fois, deux fois, trois fois. Là, on a énormément travaillé. Là aussi, là aussi. J'attends les 126. Honnêtement, c'est cette zone-là que je surveille. On aura bien chuté. Voilà, 126. Là, on est en train de casser la zone de polarité à 130. Tac, zone de polarité, on est en train de l'enfoncer. Si ça casse, c'est 126. Et ici, ça va être à surveiller. Voilà. On est dans des setups. Soit on fait des petits rebonds et regardez. Je suis passé à la machine à laver pour l'USD face au yen japonais. Oui, c'est compliqué. C'est pour ça que les zones. Honnêtement, j'ai pas d'autres. Je pense que le webinaire du jour, ce sera à retenir, c'est les zones. Tracez vos zones. Et ça va vous permettre d'éviter les erreurs et de vous dire, tiens, où est-ce que j'interviens? Où est-ce que j'interviens? Est-ce que je suis dans ma zone? J'ai mis du temps à comprendre ça, je vous le dis en toute transparence. Au début, dans mes analyses de mon trading, je tradais tous les champs de retournement que je voyais. Et je me disais, tiens, c'est bizarre, ça fonctionne pas finalement. Et un jour, j'ai étudié les zones. Et je me suis mis à regarder les zones et à prendre des divergences uniquement sur les zones, à prendre des changements de retournement uniquement sur des zones. Et bizarrement, ça a changé ma façon d'analyser les indices, les forex, ou même parfois ma façon de trader. Tout simplement. Car les zones, j'ai mis du temps à comprendre ça. On ne trouve pas forcément ces informations dans les bouquins d'analyse technique. On parle des supports, on parle des résistances. Mais d'intervenir sur des zones, comment tracer les zones correctement, j'ai mis pas mal de temps. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est plus important que tous les indicateurs du monde réunis. C'est les zones. Voilà. Et je pense que les grands traders tracent leurs zones sur tous leurs graphiques, c'est sûr et certain. J'ai mis l'Ishimoku juste pour voir un truc, pour vous montrer quelque chose, si ça s'est mis en place ou pas. Voilà. Là, comme dans une belle tendance baissière, avec l'Ishimoku, c'est de se dire, tiens, je paye les cassures Tenkan Kijun. Comme ici, boum. Cassure Tenkan Kijun dans le sens de la tendance, plat. Soit vous attendez les zones quand vous êtes dans une tendance baissière, soit vous prenez, pour ceux qui utilisent l'Ishimoku, les cassures Tenkan Kijun. Ici, cassure Tenkan Kijun, soit vous rentrez ici, soit vous dites non, on est peut-être allé un peu vite, un peu fort, je vais attendre un repli sur la Tenkan, le stop, eh bien, il se met au-dessus, et derrière, c'est un trade qui partait, sans forcément avoir un setup. Voilà, il n'y avait pas de figure chartiste ou rien, on est allé bas, on a consolidé, cassure Tenkan Kijun, boum, bon, bah, la personne qui a payé ça, c'est un trade. Voilà, c'est ça que j'aime bien dans l'Ishimoku, qu'on est en tendance et qu'on se dit tiens, la tendance est baissière, j'aimerais bien prendre le train. Comment prendre le train? Voilà, la cassure Tenkan Kijun, elle est eu sur zone en plus, j'en suis sûr. C'est passé où? Voilà, cassure Tenkan Kijun sur l'enfoncement du support. Ça c'est un setup qui est parfait. On casse un support, l'Ishimoku donne le setup, et derrière ça part. Direction les 126. Voilà des
des petits setups simples qu'on peut prendre en tendance. Moi, c'est l'Ishimoku, d'autres, ce sera peut-être les moyennes mobiles. Bon, là, j'ai pas mis l'Ishimoku normalement. Mais si vous avez suivi la formation, je vous ai expliqué un peu les astuces et comment prendre des trading avec l'indicateur. Donc, dans les marchés baissiers, on peut prendre le train. Il y a toujours moyen de prendre le train dans une phase de tendance baissière. Mais la zone, c'est les 126. Là, clairement, j'attends les 126 pour me dire, allez, rebond au moins à 130 avant de repartir, c'est sûr, si on va plus bas. Mais 126, c'est vrai que 126, 120, allez, 126, 55, 127, c'est vraiment la zone à surveiller. Enfin, pour terminer, le gold, parce que ça fait quand même presque 1h30, et normalement, je sais que c'est un peu long après derrière, même si je parle beaucoup et que je donne pas mal d'informations, d'explications, mais c'est important. Vu le contexte, normalement, c'est censé durer un peu plus. 1 heure, ces briefings, ces webinaires, certains les trouvent un peu longs, je sais, mais étant donné la situation, je me dois de vous donner un maximum d'informations et de vous partager un maximum de mes connaissances pour éviter des erreurs, surtout dans cette période de marché. Autant il y aurait zéro vol, il n'y aurait rien du tout, voilà, je ne prendrais pas la peine, mais là, pour le coup, vu ce qui se passe, ça me semble primordial pour vous d'avoir des directives, en tout cas. Le gold, compliqué le gold, tout simplement parce que le gold, si on est dans un crack, enfin, on est dans un crack, moins 40, on n'est pas dans une correction, c'est un crack qui est en train de se passer. Donc voilà, c'est un crack. Le problème du gold, c'est que dans un crack, justement, eh bien, ça résiste pas, ça résiste pas. J'avais un objectif à 1800 sur le gold, oui, mais dans une période d'aversion au risque, dans une période où les investisseurs cherchent à se couvrir, dans une période où les investisseurs craignent un ralentissement, une petite contraction de l'activité, un redémarrage un peu tardif. Là, les opérateurs price récession. Et en période de récession, en 2008, l'or a perdu 30%. C'est ça qui m'inquiète, c'est que, voilà, en 2008, l'or perd 30%. Avant de repartir de plus belle, hein, bien sûr, l'or, je m'inquiète pas pour lui, hein, il va pas disparaître du jour au lendemain. Il a encore de beaux jours devant lui. La question de savoir, la question à se poser, c'est plutôt, est-ce que l'or anticipe ça aussi, du coup, commence à partir? Parce que certes, ici, on était quand même à moins 15 sur les indices, moins 15, oui, on était à moins 15 ou moins 12, mais ici, sur cette bougie-là, c'était de l'appel de marge et des prises de bénéfices pour aller combler d'autres marchés, enfin prise de bénéfices et appel de marge sur d'autres marchés, donc on prend les bénéfices pour aller répondre à nos appels de marge sur d'autres marchés. C'était ça cette bougie, c'était ça la psychologie de cette bougie, du moins pour ça que ce dark cloud cover qu'on avait ici, il n'était pas bon parce que c'était un mouvement de panique de prix. Mais là, c'est plus pareil. C'est plus pareil, je trouve. On est certes dans un mouvement, on a un magnifique avalement quoi là-dessus. Il n'y a quand même pas à dire, avec une divergence baissière qui a été validée. Bon, l'objectif théorique de la divergence baissière a été atteint. Voilà, si vous voulez savoir, si on prend la dernière vague de hausse, c'est 50%. Bon, ok, il manque encore 5 $. Je considère que ça a été atteint. Elle a été puissante et violente, retracement de 50%. Voilà. De la dernière vague de hausse. On est sur zone en plus ici. Mais voilà, il y a plusieurs éléments qui font que l'or recule. Il y a peut-être la hausse du dollar, il y a peut-être moins de liquidité, plus de vol, risque de récession à venir. Tous ces éléments font que l'or reproduit le même schéma que 2008 et qu'on n'est plus dans un cas où les banques centrales achetaient massivement de l'or pour se couvrir face à Donald Trump et sa guerre commerciale et se couvrir face au dollar. Là, la psychologie n'est pas la même. Et l'or en pâtit, en souffre énormément.
Ce que j'aime sur l'or actuellement, c'est qu'il vient à chaque fois sauver sa moyenne mobile 200, quand même très fort. On vient chercher, on repart. On tente de sauver la moyenne mobile 200. On avait un double top ici qui a été validé. Et ça repart. Donc, tant que la moyenne mobile 200 tient, c'est compliqué de trouver des signaux, je trouve, sur l'or acheteur. Certains payent encore l'or, je le sais, estiment que non, l'or a encore des beaux jours devant lui, mais on a quand même une chute de combien? L'or, la semaine dernière, a enregistré sa pire chute depuis 1983. 1983, c'était sa pire chute depuis 1983. Alors, on est vraiment dans des mouvements. Faut remonter à des décennies pour voir des mouvements pareils. Et l'or a chuté de 13%, je crois, un truc comme ça. Ouais, 14, 15% en une semaine. C'est des mouvements complètement irrationnels de la part des opérateurs. Ça flippe énormément et ça prend des bénéfices sur l'or. Et donc, pareil, les zones, là, il y avait une zone à payer. Honnêtement, bravo à ceux qui ont payé les 1450 pour retracement de 50 et la zone ici. Je serais eux, je mettrais le stop à 0, clairement, je vous le dis tout de suite. Voir quelques prises de bénéfices, mais stop à 0, parce que ça peut aller vite sur l'or. L'élément que j'aime bien, c'est qu'on sauve la moyenne mobile 200 à plusieurs reprises, mais on a une vraie chasse au stop. Hein. Pareil, ceux qui se disent je paye la moyenne mobile 200 sur Touchette, vous voyez la chasse au stop qu'il y a derrière, même si c'est des prises de bénéfices, mais attendez des signaux de retournement, tout simplement. Et sur le gold, pour le moment, c'est un range. J'avais tracé mon range là. Je voyais un range à venir sur le gold. Voilà. Voilà un peu le scénario sur le gold. Pour le moment, je suis assez neutre. Vu la chute de la semaine dernière, quand même, que je peux pas. Moins 13, moins 14, c'est quand même assez violent, je trouve. Pour une valeur refuge, hein, j'entends bien refuge, mais qui ne joue plus son statut de valeur refuge en cas de crack. C'est ça aussi qu'il faut se dire, à cause d'autres éléments, la vol, la volatilité, l'appel de marge. Certes, le dollar a flambé, mais là, il y a d'autres éléments, il y a d'autres éléments à mettre en parallèle pour comprendre pourquoi l'or a chuté. Ce n'est pas seulement là, le statut de valeur refuge ne correspond pas à la situation, vu qu'on est dans un mouvement de panique. Donc, consolidation de l'or actuellement, voilà. Ceux qui ont payé les 1450, c'est stop à baisse, je vous le dis tout de suite. Ne laissez pas le marché vous reprendre ça. Mais consolidation sur le creux qui a été fait ici, et pourquoi pas un range à venir. L'or consolide dans des figures techniques. Mais ne faites pas all-in sur l'or. Quand vous disant c'est la valeur refuge, je fais all-in. En me disant l'or va résister. Je viens de vous montrer qu'en 2008, l'or n'a pas résisté. L'or a perdu 30%. Même si derrière ça a explosé une nouvelle fois la hausse. Mais si c'est 30% depuis les plus hauts, bon, bah, c'est un retour de l'or à 1340, même plus bas. Donc prudent sur l'or, on a quand même des belles bougies assez violentes, des belles mèches. Pareil, il faut attendre que la poussière retombe. Vous n'analysez jamais le DXY? Non, je ne l'ai pas en fait. Je ne l'ai pas, il faut que je l'active sur ProRealTime. Je ne l'ai pas sur ma plateforme. C'est pour ça que j'analyse pas le dollar. Il faut que je vois avec eux pour qu'ils me l'installent. Sinon, oui, je sais, il faudrait que j'analyse le dollar. Je le fais jamais. Il faudrait. Mais bien vu, c'est noté. Je vais essayer de voir si je peux l'avoir le dollar sur ProRealTime, mais là actuellement je ne l'ai pas. Donc je ne vais pas pouvoir analyser malheureusement le dollar sur ProRealTime. Enfin pour terminer, et puis je pense que de 2011 sur le dollar, oui il faudrait que je regarde sur le dollar. Là, actuellement je manque de visibilité clairement pour faire un plan sur le dollar. Je sais qu'elle y est sur d'autres plateformes, mais il faut que je m'installe tout ça. Effectivement, ce serait bien d'avoir le dollar parce que certains sont intéressés par cet actif. Et surtout en ce moment, vu la hausse qu'il y a actuellement, de faire un parallèle entre l'euro-dollar et le dollar me semble évident. Concernant le pétrole, c'est pareil, c'est baissier, le pétrole.
Le SSI, je regarde tous les jours le SSI sur DailyFX pour regarder les positions des particuliers sur le pétrole. Beaucoup sont à l'achat. Et ça ne fait que chuter. Il y a 80 voire 85% tous les jours à l'achat sur le pétrole. Pareil, même psychologique sur les indices, c'est le pétrole est allé trop bas. Le pétrole est allé trop bas, on a fait un point trop violent. Mais ce qui se passe sur le pétrole, il y a un choc en fait. C'est un véritable choc qui se passe de l'offre et la demande. Là, actuellement, une guerre des prix. Le pétrole, je le vois aller à 27. Je suis ultra baissier sur le pétrole à moyen long terme. Voir un baril de pétrole à 20, et ça ne me choque pas. Je vous le dis clairement. C'est un couteau qui tombe, le pétrole. On attend qu'il se stabilise. Essayez, regardez le mouvement ici. Les gaps, on a eu un trou. C'est un gruyère, le pétrole. Il a fait des gaps sans cesse. Attendez que ça stabilise. On avait 0 bougie et ça paye le pétrole alors qu'il n'y a aucun signal de retournement. Le pétrole a encore perdu 8%, je crois, lundi. Ici, énorme purge, aucun signal. Vous voyez, ça a stabilisé. Là, ça stabilise. Énorme purge, stabilisation. On repart. Voilà. Pareil. Ici, bon, bah là, on a une reprise en V-bottom. Voilà. Là, c'est reprise en V-bottom. Ok, super. Mais derrière, attendez, est-ce que c'est... Non, oui, c'est celui-là. Bon, là, oui, reprise en V-bottom. Toutefois, on avait quelques chenets de retournement ici. Bon, un rallye, même si c'est pas énorme, mais on avait une baisse quasiment de 75%. Et c'est où l'autre baisse qui m'intéressait surtout? Ah oui, c'est celle-là. C'est surtout celle-là. Voilà. Purge, petite stabilisation, ici, et c'est reparti. En 2015. Et on a une deuxième, voilà, pareil. Et là, reprise en V-bottom, mais on avait la divergence. Magnifique divergence ici, qui annonçait fin de la baisse. Et là, actuellement, sur le pétrole, il n'y a strictement rien. On avait en 1 heure, la semaine dernière, c'était avec vous, j'évoquais, c'était quand? Oui, on avait fait, j'évoquais ce biseau, ceux qui étaient avec moi l'année dernière, j'évoquais ce biseau de consolidation, voire ce fanion. Eh bien, sorti par le bas du fanion, poursuite de la baisse. Voilà, mouvement du haut, consolidation dans un fanion, sortie, et puis là, ça va être les 27. Pendant les dernières actions US, le pétrole n'était pas aussi à 27. Si, il me semble. Par là, on était sur le Brent, oui, on était vers les 27. C'est pour ça que je vise ça. Après, j'ai pas... Il n'y a pas d'autres... Enfin, 20, je serais pas étonné d'avoir un pétrole à 20. Ça me choquerait pas du tout. Le WTI un peu plus propre. On vient tester notre oblique qui passe par les plus bas de long terme. J'ai un peu plus d'historique. Mais pareil, ça reste baissier. Ça reste complètement baissier. Et il n'y a aucun signal de retournement pour le moment sur le pétrole. Là, c'est un consolide. On pourrait éventuellement avoir un range 4 heures sur le WTI. Voilà. Ici, à prévoir si ça casse. Le WTI est plus propre que le Brent, je trouve, plus facile. Mais voilà, un petit range. Si ça casse les 28, c'est direction les 26, voire les plus bas. Et si ça tient, sur la bande de base du range, pourquoi pas aller chercher la moyenne mobile 50 à 33 $. Mais le flux extrêmement baissier. Là aussi, il y avait en 1 heure sur le WTI, il me semble qu'il y avait un biseau. Voilà. Biseau de consolidation, ça casse. Poursuite de la baisse. Poursuite de la baisse. Donc là, on est sur support. Pourquoi pas se dire, tiens, un petit double bottom en 1 heure. Bon, le pétrole est extrêmement volatile, donc attention. Là, on est en train de faire un petit avalement.
pourquoi pas se dire, bon, bah, si ça repart, aller chercher les 33, mais si ça casse, c'est direction les 26. Et pour faire une petite corrélation sur le pétrole, et après on aura terminé ce webinaire live, pour vous montrer si l'histoire se répète d'un point de vue de la chute des prix. Ici, on fait moins 73%. Ici, on fait moins 75%. Et pour le moment, ici, on n'est qu'à moins 65%. Donc, si on va reproduire le même schéma que par le passé, 75, c'est un baril à 21. Voilà. Et que si les indices continuent de plonger, avec un risque élevé de récession, eh bien, le pétrole ne va pas monter. Le pétrole va continuer de chuter, tout simplement. Donc, avoir un pétrole à 20, si les indices continuent à perdre encore 10-15%, le pétrole va aller à 20, peut-être même 15 finalement. Mais vu le choc sur les indices et vu le choc entre l'Arabie Saoudite et la Russie, honnêtement, les fondamentaux sont mauvais et l'analyse technique plaide pour une baisse à venir encore. Donc pareil, des éléments convergents. Mettez vos zones sur le pétrole, mais payez le pétrole parce que il a fait un gap à 24 à 30% sur les plus bas, et que c'est allé trop bas. Non, faut s'enlever cette idée-là de la tête. Vous voyez, on est sur les plus bas. Le jeudi ou vendredi dernier, le CAC a fait moins 12. Séance historique et hier, le CAC a fait moins 10. Donc, non, il faut vraiment s'enlever cette idée de la tête en se disant on est allé trop bas, c'est pas possible, ça doit remonter. Non, on est dans une phase de marché hors norme, hors du commun. Et faut s'enlever ces biais psychologiques, même si des fois c'est tentant, même si on trouve que c'est violent, même si c'est pas normal, même si c'est irrationnel. Toutefois, le marché a toujours raison. Point barre. C'est ce qu'il faut se dire. Donc, faut réfléchir marché et pas réfléchir en sa propre croyance. Voilà. Ce webinaire live touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre participation. Ça fait bon, 1h45, c'est un peu long, je vous l'accorde. Je sais que l'autre fois, j'ai imprimé le rapport. On m'a dit oui, c'est un peu long malgré les éléments que tu nous apportes et on sait que c'est important, que c'est intéressant. Je sais. Veuillez m'en excuser si c'est un peu long. Toutefois, les conséquences et la volatilité font que, comme je vous le disais en début de live, font que je me dois de vous avertir, de vous alerter, d'essayer de vous guider au mieux et d'éviter certaines erreurs pour protéger votre capital. Voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve aussi la semaine prochaine pour faire un nouveau point. J'essaierai d'être un peu plus court et un peu plus concis, étant donné que j'ai donné pas mal de directives. Si vous avez des questions dans le chat, eh bien, n'hésitez pas. Je veux dire, ça fait déjà 1h45. On peut très bien faire 1h50, 1h55 pour répondre à toutes vos questions. Je vais quand même relire le chat très rapidement. Pas trop long, merci. C'est normal d'être long avec les marchés actuels. Écoutez, tant mieux. Mais je peux comprendre. C'est vrai qu'après, les autres qui regardent en replay, parce qu'il y aura le replay qui sera disponible, se disent waouh, une vidéo d'1h45. J'ai remarqué que plus les vidéos étaient en général 1h, 1h15, et plus les personnes les regardaient et avaient de l'attrait pour ces dernières. Alors, justement d'accord, on va voir la zone. Ok. Dites-moi, reposez-moi vos questions. J'ai eu beaucoup de messages dans le chat. Honnêtement, j'ai pu en oublier certaines. Donc, si je n'ai pas répondu, réécrivez-moi vos questions maintenant dans le chat. Honnêtement, ce n'est pas que je n'ai pas voulu vous répondre, mais tout simplement, c'est juste que voilà, il y avait beaucoup. Vous avez été très actifs, ça m'a fait plaisir en tout cas dans le chat. Donc, c'était cool. Continuons sur cette, on va dire, sur cette même longueur d'onde. C'est parfait.
Comment avoir le replay? Le replay sera disponible à 18 h en général. Il est 16 h, le temps que j'enregistre la vidéo et que je puisse l'uploader sur YouTube, sur notre chaîne YouTube DailyFX France. Elle sera disponible d'ici 45 minutes, 1 h au plus tard 18 h. Voilà. Très bien, je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment. De toute façon, après, vous pouvez me demander sur Twitter. Je réponds à leurs questions. Merci pour ce webinaire intéressant. J'ai conçu je suis informé au maximum avec les bonnes infos. J'aimerais mieux comprendre la base. Quel serait le meilleur conseil ou meilleur outil à avoir? Merci. Alors, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est que si vous débutez sur le marché, c'est d'être prudent, d'être à l'écart. C'est un marché extrêmement dangereux. Je ne cesse de me répéter que dans ces phases de marché, on a envie de profiter des mouvements parfois irrationnels en se disant je veux prendre le train en marche, mais que c'est un marché réservé aux expérimentés, pour être franc, je trouve, car on peut se faire de grosses frayeurs et que je trouve que c'est une phase de marché, quand vous débutez, qui est extrêmement formatrice. Voilà. Vous allez énormément apprendre, vivre des moments comme ça, peut être que formateur. Regardez le comportement des prix, regardez vraiment la psychologie des investisseurs, sans pour autant agir, juste rester à l'écart et se dire tiens, au moins j'aurais connu une phase de marché de stress. Voilà, parce que des phases de marché de stress intenses et de panique, il faut remonter très loin. Personnellement, je n'ai pas connu 2008. Voilà, je n'étais pas sur les marchés en 2008, donc je n'ai pas connu cette phase de stress, mais pour avoir des collègues qui étaient là en 2008, m'ont dit que on est quand même dans un niveau au-dessus là, actuellement, et que voilà, pour avoir fait des retours graphiques, pour vous dire que je suis obligé de revenir en 1929 sur mes graphiques ou en 1987 pour avoir des mouvements comme ça, c'est que même moi là actuellement, j'apprends beaucoup de choses sur ce qui se passe sur les marchés. Donc le conseil, c'est si vous êtes à l'aise, bien allez-y, modifiez votre levier, attention. Sinon, pour les autres, eh bien restez observateur et profitez-en pour vous former. Si vous cherchez de la vidéo pour vous former, vous allez sur le site DailyFX. Je pense que j'ai fait pas mal de vidéos récemment sur de la formation, que ce soit les chandeliers japonais, que ce soit les divergences, que ce soit l'Ichimoku. La semaine prochaine, c'est la psychologie des marchés avec le money management. Donc, du contenu, il y en a. Les marchés seront là demain, honnêtement. Ça ne sert à rien de se précipiter, ça ne sert à rien de vouloir attraper le point bas. Les marchés ne vont pas disparaître. Profitez-en de cette période de confinement, peut-être aussi pour vous, pour bien, vous former et observer ces marchés extrêmement dangereux. Voilà, c'était le mot de la fin, en tout cas, du moins, si je réponds à ta question, Fanny, voici le meilleur conseil que je puis te donner et les meilleurs outils, eh bien, ce serait de te former avec, que ce soit des webinaires que j'ai pu faire ou sur DailyFX ou sur d'autres forums, si tu participes à d'autres forums. Voilà. USD se rapproche de son oblique baissière mensuelle portant de 2. On va regarder l'USDK d'une dernière fois. Et le gold vient de faire une bougie incroyable. Oui, le gold vient de faire une bougie incroyable, effectivement. Le gold se reprend, mais après avoir fait moins 2,5, on fait plus 1,80. Donc vous voyez que les mouvements sont vraiment, c'est du yo-yo. Et repérez vos zones, voilà, ceux qui ont payé la zone ici, tant mieux pour eux. Sinon, si on n'est pas dans des zones, on reste à l'écart. Et l'USD CAD, baissière mensuelle. Effectivement, bien vu, je ne l'avais pas noté celle-là. Je ne l'avais pas noté. Qui correspond à peu près à notre deuxième zone. Voilà, deuxième zone de prix ici, voilà, qu'on avait noté. À surveiller, bien vu.
Bien vu, je ne l'avais pas vu, cet élément convergent avec notre zone technique. Ce serait intéressant de voir la réaction du marché sur cet oblique, aller avec un excès sur mèche, histoire de sortir tout le monde comme d'habitude, et éventuellement mettre en place une stratégie de vente. Très bonne remarque, bien vu pour cet oblique. Je vais la laisser sur mon graphique. Merci en tout cas à vous. Faites attention sur les marchés, restez prudents. On se retrouve demain pour le briefing des marchés. Sinon, c'est la semaine prochaine, même heure, avec un live un peu plus court pour les stratégies bourse Forex. Et sinon, pour les autres, eh bien, ce sera tout simplement la formation sur le money management et la psychologie des marchés la semaine prochaine, mercredi à 14 h. Merci à vous de votre participation. Restez prudents sur les marchés et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et de très bons trades.